Movies, l'instant cinéma. Qu'est-ce qu'il me fait un signe là Oui, parce qu'on doit parler maintenant des blockbusters de l'été. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu appelles les blockbusters Eh ben, ça veut dire les films qui ont marché du tonnerre et qui continuent d'ailleurs à marcher. Et bon, moi, j'ai personnellement pas grand-chose d'intéressant à me mettre sous la dent dans cette catégorie estivale. Ah si, à quand part même. un ou deux dont tu vas nous causer, Patrick. Mais avant, si ça t'embête pas, je vais dégommer un peu. Il paraît que les auditeurs un peu pervers adorent ça. Alors nous, on va s'y mettre. Je réfléchis de quel film va-t-il nous parler? Eh ben Barbie, auquel pas grand monde en a échappé cet été, sauf dans les pays. Sauf moi, j'y ai pas été. Ouais. Et puis dans les pays où il a été interdit, genre Arabie Saoudite ou Qatar, je sais plus. Et moi je trouve que c'est une bonne idée, vu l'indigence du propos. À part le tout début, qui est une parodie assez drôle de 2001 l'Odyssée de l'espace, je vois pas grand-chose à sauver dans cette débauche de rose écœurante, au premier, au deuxième comme au troisième degré. Alors c'est l'entreprise Mattel, fabricant donc de jouets et producteur du film. Après avoir filé des complexes à des générations de jeunes filles pour n'être pas aux normes des mensurations de la fameuse poupée, elle s'offre un vernis de féminisme et d'anti-patriarcat à peu de frais. C'est en fait une pub géante, faussement autocritique, avec un scénario que j'ai vraiment trouvé bas du front, où comment le grand capital s'approprie ses contradictions avec l'aide de mercenaires débauchés du cinéma américain indépendant. Je parle là de Greta Gerwig. C'est la réalisatrice qui avait fait avant de beaux films plutôt arty, très défendus par la critique. Moi, j'avais vu Frances A, par exemple, en 2012, mais elle avait pas grande audience et là, à mon avis, elle a vendu son âme pour de l'audience. Et puis, Patrick, il faut que tu saches qu'on a droit à un aspect comédie musicale vraiment raté. Ryan Gosling, bon, il est piètre chanteur et pire comme danseur. On le savait déjà depuis La La Land. Bon, ça marche. Donc on aura sans doute des suites et d'autres films mettant en scène des jouets iconiques. À quand un long métrage Polly Pockets, par exemple? 5 millions d'entrées, quand même. 5 millions de France. Oui, en France. Mais moi, j'ai tenu, j'ai pas été. Oui. J'ai vu le film annonce 4 fois au moins. 4-5 fois. Et un long métrage Monsieur Patate, ou une déclinaison cinématographique du jeu Uno, qui est un jeu Mattel aussi, pourquoi pas. De toute façon, Mattel fait déjà son beurre là-dessus, parce que ce sont les principaux pourvoyeurs des figurines franchisées, des univers Disney. Allez, t'as pas aimé. Alors j'ai essayé Mission Impossible 7, partie 1, mais il y aura une partie 2. Moi, j'ai pas retrouvé la magie des premiers signes Brian De Palma, et puis trop de cascades improbables et tonitruantes tuent le charme au bout d'un très long moment. Ils ont même piqué des scènes à Titanic en remplaçant le bateau. Oui, c'est vrai, on y pense. Le bateau est remplacé par un train dans le vide et il monte à la verticale comme dans Titanic. Alors, quant au scénario, plus simpliste, tu meurs. C'est la recherche d'une clé pour sauver le monde. Et quand on voit l'objet, on dirait un gadget Kinder Surprise. Bref, on passe la main. Avant de te passer la main pour un succès... Il arrête pas de parler. Mérité, oui, celui-là. Un mot aussi sur un film qui a bien marché et qui continue, mais moins fort que les deux précédents quand même. Et français celui-là. Je veux parler de Yannick, dernier opus de Quentin Dupieux, qui nous pond... Là, au moins, c'est court. Ouais, tant mieux. Il nous pond un film tous les 6 mois. Son suivant, il était déjà à Venise cette semaine. Ça s'appelle Dali, je crois. Alors moi, j'ai pas marché du tout à Yannick, malgré la présence de très bons acteurs, Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille. Alors son cinéma, en même temps minimalisme et prétentieux, moi je trouve, commence à lasser. Et comme tu disais, heureusement, ça dure à peine une heure. Mais il y avait des bonnes choses aussi, plus longues. Forcément, il y avait dans les deux blockbusters qui se sont battus en nombre d'entrées. Donc on avait, parce qu'ils sont sortis le même jour, on avait Barbie et puis le film de Christopher Nolan. Je veux bien évidemment parler d'Oppenheimer. Donc il est déjà rendu dans sa 7e semaine d'exploitation. Tout va bien pour lui, il est à plus de 4 millions d'entrées en France, ce qui est quand même quelque chose d'assez assez étonnant pour
pour un film qui a pour sujet quand même l'inventeur, le papa de la bombe. Qui dure plus de 3 heures. Et qui dure aussi plus de 3 heures. Donc je n'ai pas terminé de la bombe, j'ai dit bombe atomique, hein, celle qui, malheureusement, quelques semaines après qu'il ait eu fait le test à Los Alamos, ça a été d'abord sur, bien sûr, Hiroshima et quelques jours après sur Nagasaki. Donc un film très, très intéressant d'un point de vue purement, quand on regarde d'un point de vue technique, uniquement au niveau de l'image, une image avec une superbe définition, avec des objectifs qui ont été utilisés, qui permettent de nous montrer les essais qui ont pu être faits lorsqu'ils font exploser les bombes. Avec ce truc, bien sûr, hein, après quand on y réfléchit, on se dit c'est normal, on a cette immense explosion, mais sans un bruit, puisque tout le monde se souvient de la physique et on sait que le son va beaucoup moins vite que l'image, et quelques secondes après, 4-5 secondes après ou 10 secondes après, il y a ce tonnerre, ce bruit assourdissant dans les salles. Je vous conseille d'aller, si c'est possible, voir les films. Pour voir ce film, les voir dans les cinémas qui le projettent dans des grandes salles, minimum avec une projection 4K, et si vous pouvez aller, parce que je pense qu'il est encore diffusé au Mégarama, où il passe dans la salle IMAX. Ouais, alors... je termine. Les choses extraordinaires, c'est qu'au début, il passait beaucoup en version française et un peu en version originale, et j'ai vu qu'ils ont un peu changé. Quasiment, il y a plus de versions originales que de versions françaises pour ce film. Tu voulais rajouter quelque chose? Ça secoue en IMAX. Vraiment, il y a un travail énorme sur le son dans ce film. Et dans ces salles, le son, là, ça prend au corps, vraiment. Moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que l'aspect un peu... historique sur le jugement un peu durant la chasse aux sorcières de cet Oppenheimer, ça aurait pu, et qui sont des passages en noir et blanc, je crois, ça aurait pu être un petit peu raccourci quand même. Oui, peut-être, mais c'est vrai que ça fait penser à beaucoup d'autres films avec ce côté noir et blanc, ce côté avec donc le côté politicien des choses, où on a celui qui veut arriver, et là j'ai oublié son nom, hein. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, est-ce que c'est vraiment la réalité? Mais quand Oppenheimer est reçu par le président des États-Unis et que le président des États-Unis lui dit « Mais vous avez l'air un peu tristounet, là, qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous un petit peu, arrêtez d'être une mauviette. C'est pas vous qui allez mal dormir, c'est pas vous qui allez être celui qui a appuyé sur le bouton, car c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est pas vous. » Et oui, c'est un peu la problématique du film, hein, jusqu'où les scientifiques sont responsables de leurs recherches qui mènent à des désastres. Alors après... Oui, c'est bon. Oui, il y avait juste quelques semaines avant, mais on avait fait un petit focus dessus. Ah, oui. Il y avait notre papy Jones, hein, dans Indiana Jones. Ouais. Bon, j'en ai dit le bien que je pensais. Moi, j'étais content de le revoir. C'est le dernier. Bon, voilà, c'est bien. Voilà, mais en tout cas, on ne se moque pas du spectateur. C'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Là, c'est Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Okay. Ouais. Bon, alors après Barbenheimer, hein, si je contracte les deux, best-of perso de l'été, mais avec des films malheureusement qui sont plus trop à l'affiche, ou alors faut bien les chercher ou les voir autrement qu'en salle, et ça c'est un peu dommage. Sorti début juillet, on n'y était pas allé parce qu'on se disait bon, c'est peut-être un peu attendu. Une nuit d'Alex Lutz, pas vu, j'ai pas été. Avec lui-même et Karine Viard. Très bonne surprise, hein, alors que moi j'y allais un peu à reculons, à cause du sujet qui nous paraissait un peu rebattu, et Karine Viard qu'on voit un peu trop. Mais il a du talent, cet Alex Lutz, et il déjoue les attentes avec des idées vraiment originales, des dialogues ciselés et drôles, et une surprise finale auquel je m'attendais pas du tout. Les herbes sèches du cinéaste turc, alors là, il faut que je dise son nom, Nuri Bilge Ceylan, dont c'est le premier film que je vois, dans une école d'un village anatolien sous la neige, des profs qui ne se sentent pas trop à leur place, et sont pas forcément sympathiques d'ailleurs, s'affrontent, verbalement en particulier. Alors c'est passionnant, mais 3 heures et des poussières quand même. L'actrice féminine impressionnante a eu le prix d'interprétation à Cannes, et alors j'étais intrigué, à mi-film,
comme une parenthèse, une scène vraiment étonnante dont je ne dis rien, mais qui continue de m'intriguer fortement. Ça m'a donné envie de voir d'un peu plus près la filmographie de ce cinéaste qui est chouchou des festivals. À chaque fois qu'il emmène un film à Cannes, il a un prix. Après la Turquie, l'Iran. On aime beaucoup le cinéma iranien à Movies, avec Les Ombres persanes, sur le thème du double. L'histoire oscille entre récit fantastique et thriller social, avec une façon habile de critiquer le régime fondamentaliste iranien. Je sais pas s'il a été censuré là-bas, celui-là, Patrick. Toi, qui l'as pas vu, je pense que ça te plairait. Alors, à signaler, puisqu'on parle censure iranienne, Saïd Roustahi, réalisateur du thriller implacable La Loi de Téhéran, a été condamné il y a 3 semaines à 6 mois de prison et interdiction de filmer pendant 5 ans pour propagande anti-régime. À cause de quoi? À cause de son dernier travail, Leila et ses frères, qui a été interdit là-bas. Les algues vertes de Pierre Jolivet. Alors je savais pas ce qu'il était devenu, ce Pierre Jolivet. C'est un artiste impliqué depuis longtemps dans l'écologie et c'est le sujet de son dernier film. Il s'agit de la transposition à l'écran d'une BD qui racontait l'enquête réelle d'une journaliste radio sur les marées vertes en Bretagne, leurs causes et leurs conséquences. Un peu scolaire peut-être, mais utile pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et l'actrice Céline Salette, elle est remarquable en journaliste pugnace. Enfin, Sabotage, long métrage américain indépendant qui a lui aussi à voir avec l'environnement, puisqu'on y suit façon thriller une opération d'éco-terrorisme entre gros guillemets, le sabotage d'une pipeline. C'est tiré d'un essai d'un chercheur suédois qui plaide pour une radicalisation des modes d'action contre le changement climatique. C'est haletant, vraiment, réalisé selon les codes du film de braquage, de casse, à la Ocean Eleven et même le Cercle Rouge, avec un côté western aussi pour les décors du Texas, et efficace, et franchement pessimiste dans son épilogue. Il y avait aussi Les Filles d'Olpha, mais j'en parle par ailleurs.